Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Bonjour à tous et bienvenue sur la matinale de Speed Radio. Aujourd'hui, nous recevons deux excellents comédiens, chacun dans sa matière aussi d'ailleurs. Nous recevons tout d'abord Régis Vlachos. Putain, à chaque fois que je me plante sur ton nom. Ouais, je sais, c'est pas évident. Vraiment désolé. C'est assez non étranger, c'est sûr. On a passé un sapré on ne puisse plus les lire, tu vois. Mais ça, on peut les lire. Allez, Nadir, tu peux rester aussi ici. Vas-y, reste avec nous, Nadir. Je sens que ça va être dur cette heure. Salut à toi, Nadir. Salut Régis. Tu viens nous parler de Jacques Chirac qui se joue en ce moment au Théâtre de la Luna à 13h05. Absolument. Un spectacle qui a eu un gros succès à Paris, qui vient pour la seconde fois à Avignon. L'année dernière, vous étiez au Théâtre des Barriques, je crois, et cette année au Théâtre de la Luna. Comment va Régis ? 150 places, voilà. Très bien, ça va très bien. Écoute, je suis ravi de me réveiller pour faire cette interview. Voilà, il fait beau, il y a un ventilateur, il fait frais. On est bien. Et je connais le jeune camarade que tu as invité à côté, tout va bien, on s'est déjà vu. Voilà, et l'autre camarade, c'est Pierre Emono. Bonjour Pierre. Bonjour Speed Radio. Comment ça va vous aussi ? Ça va. C'est le matin, donc on est tous un petit peu... c'est vrai que j'ai pas l'impression, faut l'avouer aux auditeurs, on n'est pas des grands... niveau matinal, on n'est pas au sommet ici, non, non, c'est non, pas, je pense que si on pouvait dormir sur les chaises, on le ferait. Mais ça va être une super émission, hein, on est bien. Il est impossible que pendant l'émission, vous entendez des... C'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pierre qui vient nous parler de son spectacle Face au Peuple, qui joue au Théâtre de la Tache d'Ancre tous les jours à 14h. Comment va Pierre ? Eh bien ça va, on est à mi-festival, on commence à ressentir un peu la fatigue, mais c'est encore la faux forme et tout se passe bien, donc je suis très content. Eh ben tant mieux. On sent que c'est le matin. Sans transition, voilà. C'est parti. Voilà. Nous vous rappelons qu'il y a toujours le jeu concours Speed Radio qui est en cours. Vous pouvez gagner un iPhone 15 en répondant à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Je ne me suis pas trompé aujourd'hui, c'est génial parce que je me plante presque tout le temps. Que ce soit, j'oublie de dire ce qu'on gagne, j'oublie de dire je donne pas le bon numéro. Là, c'est un sans faute pour le coup. Régis, alors on va rentrer dans le vif du sujet avec Jacques Chirac, dont tu es l'auteur, mis en scène par Marc Pistoletzi avec qui tu partages la scène, et également avec Charlotte Zoto, tous les trois. Comment t'es venue l'idée de parler de, donc, comme le dit le titre, c'est personnel, ça, je peux pas t'en parler, ça reste très intime comme sujet. Le dernier spectacle, c'était sur la Commune de Paris, Cabaret Louise, là, qui a joué pendant 4 ans. On avait joué à la Luna aussi, qui avait bien marché. C'était toujours une fête du théâtre sur un sujet polémique. C'était pour moi un des plus grands scandales de la République. C'était le massacre des Parisiens par la Troisième République naissante, qui était rentrée dans Paris pour massacrer les Parisiens, ce qu'on appelle la Commune de Paris, donc massacrer les prémices, le début d'une république sociale. Bon, voilà, c'était trop à gauche, donc on a massacré ça. C'était dans la tradition ouvrière, dans la tradition de gauche, c'était un événement qu'on se transmet. Et l'autre scandale pour moi, massacre aussi, on peut dire ça, c'est de la République, mais ça c'est celle de la 5e et de la 4e République, c'est la France-Afrique. Voilà, c'est pour moi, ça c'est des choix personnels de choses qui dans l'histoire me dérangent et qu'il faut transmettre pour plus les recommencer, c'est la France-Afrique. Donc comment faire un sujet sur la France-Afrique ? Il y a Nicolas Lambert qui joue en ce moment sur Avignon, qui fait quelque chose, c'est la France-Empire, qui avait fait un très beau spectacle, le Elf, la pompe Afrique par exemple, où il racontait de manière très précise le procès de Elf, ce qui se passait là-bas. Donc il fallait que je trouve une autre forme, et évidemment on n'a pas la même manière d'envisager les choses. Donc j'ai fait une comédie avec un personnage de théâtre qui s'imposait, c'était Jacques Chirac. Il a tout connu de la 5e République, il est initié tout. Voilà, on avait donc un personnage de théâtre, un type menteur, gargantuesque. Pour faire ça. C'est pour ça que Jacques Chirac s'est imposé. C'était juste un prétexte pour parler de la France-Afrique, et puis c'est aussi un personnage assez savoureux, qui est menteur, niqueur, voleur, mais sympa, très très sympa. Voilà pourquoi l'idée en gros, pour faire vite. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que il a trempé dans plein d'affaires, mais c'était peut-être un des présidents de la 5e République, qui était celui qui était peut-être le plus aimé des Français, qui était considéré comme étant le plus proche des Français pendant ces 2 mandats. Oui, il avait cette qualité, c'était quelqu'un qui pouvait passer. Moi j'ai eu des anecdotes assez incroyables.
un copain qui est à la CGT, moi aussi j'y suis à la CGT Spectacle comme artiste, et qui me racontait cette anecdote à l'inauguration de la gare d'Aix-en-Provence. En 2001, Chirac était invité comme président pour inaugurer et il y avait aussi 2 préfets, il y avait le maire de Marseille, le maire d'Aix-en-Provence, 3 ministres. Chirac arrive et serre la main à tout le monde. Et il y avait aussi Jean-Michel, le cheminot CGT, qui était là, évidemment, pour représenter les cheminots. Et Chirac serre la main à tout le monde, serre la main de ce Jean-Michel, le cheminot CGT, lui demande « on peut discuter après ?» Alors Jean-Michel lui dit « ah oui, si vous voulez, monsieur le président, bien sûr ». Et Chirac a passé 2 heures à boire des bières avec Jean-Michel, le cheminot CGT, et il n'a calculé absolument personne. Il était capable de faire ça dans des restaurants aussi, de prendre à partie les gens qui mangeaient là, parce que personne lui adressait la parole par respect, donc à foutre le feu dans le restaurant. Enfin, donc il était capable de faire des choses comme ça. Et en même temps, d'être quelqu'un de sympa qui savait mentir à n'importe qui. Voilà, vous discutiez 2 minutes avec lui, vous étiez complètement conquis, il vous racontait n'importe quoi, et on était complètement sous le charme, et on passait à un autre sujet, il allait dire l'inverse après. Donc voilà, c'est quelqu'un, voilà, en ce sens, il attirait, il aimait bien. C'était pas pour sa conséquence et ce qu'il a fait politiquement qu'il était aimé, en tout cas, oui. Dans ton écriture, et pour avoir eu le spectacle, dans ton écriture et dans la mise en scène qu'en a fait Marc Pistoletti, il y a un côté, que ce soit dans le personnage de Jacques Chirac que tu interprètes, mais même dans tous les autres personnages qui gravitent autour de lui, parce qu'il y a vraiment tout le monde. Hein. Il y a, donc bien sûr, s'il y a Chirac, il y a Bernadette, il y a sa fille Claude, il y a Nicolas Sarkozy, il y a Charles Pasqua, il y a sa maman. Marcel Dassault, surtout. Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'ai oublié le nom, il y a Marcel Dassault. Et la manière dont dont tu l'as écrit, et la manière dont Marc l'a mis en scène, il y a un côté très décalé, très caricatural, surtout dans la manière dont les personnages prennent vie sur scène. Dans les mots, c'est fort, parce que voilà, tu dis les choses sans langue de bois, sur ce que tu fais dire à chacun des personnages, et dans la manière dont ils gravitent autour de Jacques Chirac, c'est assez décalé. Il y a l'impression que c'est assez caricatural dans la manière d'être, pas dans la manière de parler, dans l'écriture. Non, mais je te remercie de soulever ça. C'est une très très bonne remarque. C'est un style de théâtre. Pour moi, le théâtre, c'est pas la télévision. C'est-à-dire que voilà, un théâtre où il y a un canapé, un truc super réaliste, ça me plaît pas. C'est pas mon théâtre, ça existe, c'est très bien, les gens aiment, mais pour moi c'est de la télévision, c'est du cinéma qui est très bien. Le théâtre c'est du décalage, c'est-à-dire qu'un objet peut être plusieurs choses à la fois, par exemple, et c'est ça le principe, c'est quand on utilise un drap, il peut faire bateau, il peut faire écran de télé, il peut faire pas mal de choses. C'est aussi ça le principe du théâtre. Et dans le discours et dans la tonalité de l'écriture, c'est aussi pareil. C'est pas une écriture de téléfilm à l'origine le théâtre c'est pas ça, mais ça marche beaucoup. Il y a beaucoup d'écritures de téléfilms très réalistes. Ça marche bien. Voilà. Mais pour moi, on n'est pas dans du théâtre. Donc je suis assez mauvais public là-dessus quand je vois des choses qui sont des séries télé. Ce n'est pas du théâtre. Donc voilà, l'écriture théâtrale, elle a un style. Elle n'est pas pareille que l'écriture naturaliste, que l'écriture réaliste. Sûr, ouais. Elle a quelque chose qui est de l'ordre du décalage. Enfin, c'est un style, c'est difficile à expliquer. Je pense que c'est... je ne sais pas comment l'expliquer, on ne peut pas faire une analyse linguistique ici, mais le décalage, c'est aussi de mettre des choses qui n'arriveraient pas dans la vie réelle, quoi. Voilà, c'est de ne pas montrer le mariage de Chirac et Bernadette qui arrive de manière, voilà, c'est presque un tour de magie. Il arrive comme un tour de magie, il n'arrive pas comme quelque chose de réaliste. Mais en même temps, on parle de quelque chose de vrai, on décale parce qu'on sait très bien comment va se passer ce mariage. C'est un mariage de circonstances, parce que Chirac avait besoin d'introduire la noblesse. Les parents nobles de Bernadette avaient besoin d'un futur promis dans les grandes ors de la République. Mais bon, voilà, c'est vrai, la magie, le décalage, par exemple, juste de cette scène et des autres, voilà, c'est du décalage, c'est théâtral, c'est drôle, on n'est pas dans la réalité, mais on dit très bien la réalité, quoi. Voilà, on ne trahit pas la réalité, c'est ça. Voilà, donc voilà, pour répondre à ta question, c'est que voilà, c'est une quête qu'on voit souvent, voilà, c'est une quête de trouver un style théâtral. Voilà, on a des objets aussi, hein, par exemple l'objet qu'on a, c'est un canapé qui fait bureau, qui fait 36 choses, qui fait pupitre. C'est aussi ça, on va pas mettre un vrai pupitre, on va pas mettre un vrai canapé, on va pas mettre un vrai bureau. Non, c'est un décor multitâche. Voilà, c'est un décor multitâche, et c'est ça le décalage théâtral, voilà, qui est la recherche et les trucs réalistes. Voilà, bon, bref. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, justement après l'avoir vu à Paris, où ça a été vraiment un réel succès, c'est que donc comme j'ai dit, il n'y a aucun filtre sur sur la manière dont tu as écrit cette pièce autour de Jacques Chirac. Tu peux le montrer autant détestable dans des périodes où il a vraiment été, et des fois on le prend un petit peu, on a un petit peu de l'empathie pour lui, surtout dans ses débuts,
dans sa petite partie États-Unis où il est encore tout jeune et tout. On a un peu de l'empathie pour cette personne et même à la fin, mais c'est vrai que pendant un certain laps de temps, quand on voit vraiment, parce on en a parlé quand moi j'étais venu voir le spectacle et même après, il y a plein de choses que j'ai découvert grâce à toi, grâce à ta pièce sur Chirac que je ne connaissais pas. Tu vois, tout ce qui est l'histoire de la France-Afrique, j'avais entendu ça de manière survolée, mais j'ai appris dans les détails grâce à ton spectacle. Et j'ai été stupéfait, pas que sur Chirac, mais même tous les hommes politiques qui ont trempé dans cette histoire de France-Afrique, tous les dégâts qu'a fait la France sur le continent africain, c'est stupéfiant. C'est vrai que c'est quelque chose qui a un petit peu été caché, parce que je pense que justement, voilà, les gens ne devaient pas en être très fiers. Mais on rit bien sûr dans ton spectacle, mais on découvre plein de choses qui sont assez stupéfiantes. Oui, c'est le rire, c'est le besoin du burlesque sur le tragique. Le burlesque n'enlève rien aux situations tragiques. C'est ça le principe. C'est un principe très brechtien, c'est que le théâtre est un divertissement d'abord, mais qui doit choisir aussi des sujets de société sur lesquels on doit prendre parti. C'est ça le principe, dans la tradition de Brecht. Voilà, on construit un objet théâtral divertissant pour pas que les gens s'emmerdent, mais on raconte quelque chose du monde historique. Oui. Voilà, c'est ça le principe du monde historique, du monde réel, avec les outils d'aujourd'hui, c'est-à-dire un théâtre de 2024 qui ne ressemble pas à une vieille mise en scène qui aurait pu être faite il y a 60 ans. C'est aussi ça le problème du théâtre. C'est l'absence d'historicité où des gens font des mises en scène comme on aurait pu la faire il y a 100 ans. Donc c'est ça aussi le principe de ce décalage. Et pour revenir à ce que tu dis sur Chirac, sur le fond, j'en reparlais avec mon camarade à l'évêque, Christophe à l'évêque, qui joue d'ailleurs à Avignon, et sa revue de presse que je recommande. Moi, je me suis pissé dessus de rire encore une fois. Moi, je ris à chacune de ses revues de presse. Et lui, on avait joué ensemble, donc c'est un camarade, c'est un ami, et il me disait, ton Chirac, il a vu la dernière, il m'a dit, c'est incroyable, tu dis toutes les saloperies qu'il a faites, tu dis toute la réalité, mais... Tu as perdu sur un truc, je crois, c'est qu'il reste sympa. C'est ça, ouais. Il reste sympa. Il y a peut-être ma manière de le jouer aussi, mais c'est pas. On peut faire ce qu'on veut. Il restera sympa, à moins de faire une caricature grossière où on voit un type en train de découper des petits enfants à la hache, ce qui n'était pas le cas. Mais en tout cas, oui, il reste sympa parce que dans le cœur des Français, il est comme ça. J'ai été honnête aussi. Il y a ma manière. Si ça avait été un autre comédien qui l'aurait peut-être interprété de manière plus dure, peut-être que j'ai attiré une sympathie. Il y avait qui est-ce qui avait dit ça? C'était le plus beau compliment. C'était dans la Croix, Jean-Paul. Comment il s'appelle ce journaliste, qui avait dit qu'il y avait jamais un côté Piccoli dans ma manière de l'interpréter. Donc c'est-à-dire une certaine forme de douceur. Et voilà. Alors évidemment je te rassure aussi sur tout ce que tu as appris. Moi aussi j'ai appris en écrivant. Je me suis renseigné sur des bouquins pas possibles. Des choses que je ne savais pas. D'abord, j'étudie les biographies officielles, les sources, évidemment. François-Olivier Gisbert, se taper, il faut se taper, François-Olivier Gisbert, quand même. Un véritable salopard de l'histoire, qui veut trahir. Non, mais c'est la mystification de l'histoire. Quand l'histoire est écrite, il y a la gauche et la droite, mais vraiment, l'histoire de droite, c'est une histoire qui est falsifiée, où on n'a pas le droit de parler des choses comme ça, qui vont contre l'intérêt national, et donc on falsifie des choses. On est encore à dire, si on est plutôt de droite, mais non, la France n'a aucune responsabilité dans le génocide du Rwanda, on n'a aucune preuve, etc. Non, mais c'est ça. Et donc, évidemment, quand on lit la biographie de Chirac, il y a des trous, mais il y a des trous noirs, il y a des mythes. On fait ce qu'on appelle des ruptures sociologiques, on parle des grands-parents qui étaient instituteurs corréziens. Oui, bien sûr, ils étaient instituteurs corréziens, mais on ne parle pas de son père. Du père de Chirac. Il était effacé de toutes les biographies. Il s'appelle Abel Chirac, un homme dur, très grand, etc., qui a élevé son fils à la dure, qui trompait aussi pas mal sa femme aussi, bon bref. Mais son père, c'était le banquier de Marcel Dassault. Et donc, c'est un des hommes les plus riches à la Libération. Grande découverte du spectacle. Oui, moi aussi, c'était une grande découverte quand je l'ai lu. On va se gêner de le lire. Et ça arrive comme ça, comme tu dis, ça c'est pas lancé comme ça. Maman, pourquoi je peux pas les jouer? Parce que ton papa, il est banquier. Bon, je sais plus sur quoi c'est dit, mais voilà, il y a des trucs comme ça. Les États-Unis, Chirac, c'est l'homme au destin contrarié. Il y a un très beau livre qui m'a beaucoup inspiré. Ça va vous faire rire. C'est un en Amérique, j'allais dire. Le meilleur livre sur Chirac, c'est un livre d'Éric Zemmour. Ah oui, l'homme qui ne s'aimait pas. Zemmour, avant de basculer du côté obscur de la farce et de la politique, écrivait de bons livres. Il écrivait de bons livres d'histoire, c'est-à-dire qu'il a un style, il raconte pas du début à la fin, il analyse. Et l'homme qui ne s'aimait pas sur Chirac de Éric Zemmour, ça date de 2002, c'est remarquable. Il y a des formules dedans, des formules qui sont et donc il a des donc j'ai trouvé là-dedans aussi des outils d'analyse du personnage de Chirac. L'homme qui n'a pas eu le destin qu'il voulait, il s'est fiancé aux États-Unis, Chirac. Ça voulait bien dire qu'il ne voulait pas revenir en France. Oui. C'est par exemple ça. Donc les gens me disent, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui.
Ah oui, il n'y a aucun mensonge de toute façon dans ce que tu dis dans ton spectacle. Ce qui fait rire, c'est que justement, tu en parlais quand Marcel Dassault arrive chez les Chirac, à chaque fois il l'appelle tonton Marcel. Tonton Dassault, ouais. Tonton C'est Dassault, moi qui ai voilà. un peu tiré. Mais en fait, c'était à peu près ça. Chirac raconte vraiment dans ses mémoires que quand il avait 8 ans, en 1940, bon, c'est vrai que là, ils ont un grand mérite. Dassault et le père Chirac se sont arrêtés de bosser pendant l'occupation pour pas que les Allemands puissent se servir de l'outil de production de Dassault, justement, qui était un outil de production assez stratégique. Ils se sont arrêtés, ils se sont mis au chômage forcé. Bon, après, ça n'a pas empêché Dassault d'aller dans les camps, d'être sauvé par les communistes. Bon, ça, je vais pas raconter cette histoire, sinon ça... Voilà, mais donc Chirac et Dassault étaient très proches. Et Chirac raconte qu'en 1940, oui, venez voir, Dassault venait voir souvent le petit Chirac. Le jeu de la voiture, la première scène avec la voiture, elle est vraie, je ne l'ai pas inventée. C'est vraiment Dassault qui lui montrait des petites voitures. Et Chirac était un spécialiste à l'époque de l'automobile, des petites voitures automobiles. Donc il a reconnu la Grand Page, ça c'est une anecdote de Chirac. Donc pour le coup, voilà que Dassault lui montrait à chaque fois des petites voitures et que Chirac les reconnaissait. Donc... bon, après, j'ai rajouté comme connerie qu'il lui donne une liasse de billets, évidemment, de plusieurs millions de francs. Parce qu'il faut caricaturer un petit peu la réalité. Mais c'est ce qui va être le cas, puisqu'après, Dassault va largement financer la campagne de Chirac. Voilà. Et justement, là, je parle pas dans les recherches sur Jacques Chirac, mais dans ton écriture. Est-ce que tu avais des références précises pour te dire, je vais écrire sur cette histoire de Jacques Chirac Est-ce que tu avais des références, justement, pour... Oui, moi, j'ai une histoire... j'ai une formation politique, voilà, que je revendique, qui est pas celle de Zemmour, de Lionel Jospin ou de François Mitterrand. J'ai une culture politique qui vient de loin, qui vient de la gauche internationaliste, c'est-à-dire de cette gauche qui s'intéressait à l'Amérique latine, qui s'intéressait au monde, qui s'intéressait au Vietnam, qui s'intéressait à ce qui se passait dans le monde. Voilà, pour voir comment ça se passait, les luttes des peuples dans tous les pays. Et donc, dans ces livres, il y a par exemple, plus récemment, la France-Afrique. Donc, c'est dans cette littérature de gauche qu'on va s'intéresser à des pays qui ne sont pas la France. Donc, la France-Afrique, c'est François-Xavier Verschave qui a commencé à construire dans les années 2000, fin des années 90, le concept de France-Afrique, c'est-à-dire d'écrire des livres où il analysait la situation, comment s'est passée la décolonisation. Voilà, on a décolonisé, mais en même temps, on a gardé un pouvoir économique sur tous ces pays. Il a ensuite écrit un livre qui s'appelle Noir Chirac, qui m'a beaucoup inspiré pour montrer comment Chirac avait poursuivi l'œuvre de Gaulle sur le pillage de l'Afrique. Voilà, c'est plutôt ces livres qui parlent de l'international, qui parlent des autres pays. C'est une tradition littéraire et d'enquête historique particulière. Oui. Et on va parler un petit peu de tes partenaires de scène. Est-ce que Charlotte Zoto, donc vous aviez travaillé ensemble sur le Cabaret Louise, Marc Pistoleddi, donc ils jouent tous les deux plusieurs personnages autour de toi. Tu es le seul qui ne joue que Jacques Chirac autour de la table. Tous les autres enchaînent je ne sais combien de personnages. Est-ce que lorsque tu as écrit ce spectacle et tu as voulu le monter, ça tombait sous le sens que ça allait être Marc et... Ah oui, ça tombait sous le sens. C'est une affaire d'amitié. Déjà, ça a tombé sous le sens que c'était Marc et Charlotte. Moi, c'était pas sous le sens. C'était pas sûr que je joue. Je me sentais pas peut-être capable. Voilà, il y avait beaucoup d'attentes là-dessus. Les gens vont se dire, est-ce que je suis à la hauteur pour interpréter Chirac? Parce qu'on est sur des personnages qui sont réels, donc les gens ils s'attendent. Ah ouais, bon, il est pas trop pour faire Chirac, parce que les gens s'attendent quand même. Il y a une attente sur Chirac. J'ai vu une autre pièce avec un grand comédien qui interprétait Chirac à Paris, là, il y a 2 ans. Bon, c'est vrai qu'il s'en est pris plein la gueule, alors que c'est un grand comédien. Je ne me rappelle plus qui c'était. Ouais, bon, bref, c'était une pièce sur... Alors qu'il est un super comédien que j'avais vu dans d'autres trucs, mais là, il en faisait trop. Il en faisait trop, et même Christophe Barbier était meilleur que lui, quoi. Qui faisait Mitterrand. Non, mais c'est... Ce que je veux dire, c'est que je l'avais vu dans d'autres je vois spectacles. Il était super. Mais là, voilà, sur Chirac, voilà, il s'est pris une gifle parce qu'il en faisait trop. Et moi, je n'étais pas sûr. Mais Charlotte et Marc, oui, c'est une affaire d'amitié. Je savais très bien Marc, il est du Sud comme moi, donc Pasqua, je l'ai écrit sur mesure pour lui, quoi. Voilà. Après, il a rajouté sa touche. Sarkozy, évidemment. Bon, Marc ne fait pas 1m89 comme moi, donc Sarkozy, ça tombait sous le sens, et surtout, il fallait son énergie et son talent pour pouvoir faire ce débit de phrases complètement barré. Et puis, Charlotte aussi, j'ai tout de suite vu... Claude Chirac, Charlotte qui interprétait Claude Chirac, j'avais le début du spectacle, c'est Chirac qui dit des conneries au micro et sa fille dans la salle qui l'arrête. Voilà, chose qu'elle faisait déjà d'ailleurs dans la réalité. Elle lui faisait fermer sa gueule, oui, bien sûr. On a des vidéos sur internet où on voit Claude Chirac faire le camembert à son père pour qu'il ferme sa gueule, quoi, voilà, pour pas répondre à une question. Oui, j'avais bien sûr, c'était pour eux que j'ai écrit ça. Ouais.
On va marquer une courte pause de publicité et musicale et on va revenir dans quelques instants sur Jacques et Chirac, mais aussi avec Pierre, puisque Pierre découvre aussi des choses dans cette émission. Nous vous rappelons qu'il y a le jeu concours Speed Radio dans lequel vous pouvez gagner un iPhone 15 en répondant à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, quel est le nombre de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Vous avez jusqu'au 21 juillet à 20h pour pouvoir jouer avant le tirage au sort. A tout de suite. Évidemment. J'en ai eu plein qui étaient ultra son, comme tout. Là, je vais essayer. Là, on est en train de tenter, mais normalement, tout le monde. Toi aussi, t'as eu des galères? Non. Ah putain. J'ai une amie qui sont censés être un peu cartonnés. Ils étaient, mais genre en partie du bar. C'était un truc. Oui, non mais les écopacs, on est pas mal à cette fois. Le problème, c'est que j'ai déjà une collaboration. Dès que ça démarre, mais là, ceux-là, ça va. Les journées qui étaient jugées en train de démarrer. Je les ai remis derrière. Ouais, il y a l'affiche. Ouais, c'est bien, ouais, t'as raison. Je crois qu'il m'a dit que ça serait un peu juste parce que sur le flyer, c'est coupé un peu plus. Oui, faut vraiment y aller. Mais ça a bien marché, hein, cela dit, déjà sur l'affiche. Je me disais, ah oui, on voyait bien hein, vos trucs. C'était très bien, nickel. Déjà, je me suis fait ça comme Mando en toute modestie. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Nanos Trio. Chin chin. Mesdames et messieurs, je suis Denise Jardinière et je vous retrouve à 19h pile sur Speed Radio pour l'émission secrète de Denise Jardinière. Il paraît que des QR codes ont été cachés dans toute la ville d'Avignon. Parmi eux, le QR code d'or. Sauras-tu le trouver? Speed Radio, la radio qui te dynamise. Venez rire avec Chacomdiff au Festival of 2024. L'humour est au rendez-vous avec la magnifique italienne débordante d'énergie Roberta Cecchin. Au Théâtre Notre-Dame, au Carnot, Héloïse Pia s'intéresse aux soucis féminins. Et Elise Giuliani nous emmènera dans son univers sensuel et déjanté. La touchante Rebecca Ruimi nous raconte son histoire au Théâtre Les Étoiles. La pétillante Inde vous invite dans son conte de fées complètement barré à la Marelle des Teinturiers. Et Pierre Emono, auteur à l'humour décapant, sera à la tâche d'encre. Retrouvez toute notre programmation sur www.chacomdiff.fr. Lison et Léon, la grotte enchantée. Le spectacle musical à partir de 3 ans. La pétillante Lison et son ami imaginaire, le déjanté Léon, se retrouvent coincés dans une grotte magique. Ils vont devoir réussir plusieurs épreuves étonnantes pour pouvoir sortir de cette grotte. Laissez-vous embarquer par cette aventure féerique. Tous les jours, à 10h20, au Théâtre Le Paris, à Avignon.
La Station by Mamas Trio, le bar à huîtres incontournable du festival. À la station, la bonne humeur et la convivialité sont l'ADN de nos 3 cousins. Lieu de vie et de partage, laissez-vous tenter par leurs huîtres de Camargue ou leurs planches salées gourmandes et par l'une des délicieuses glaces artisanales. Ça se passe à Namas, au 39 rue Guillaume-Puy, en Avignon. Parler d'Alzheimer de manière décomplexée et humoristique, ça existe. Venez découvrir le One Woman Show de Sophie Belvisi qui nous raconte son parcours d'aidante pour sa maman atteinte d'un Alzheimer précoce. Un spectacle profond et sincère où on rit du pire mais de bon cœur et avec les mains comme les Italiens. Un One Woman Show qui ressemble à un spectacle de Broadway. Sans la danse, sinon ça s'appellerait le lac du dindon. Une ode à la vie plutôt qu'une fatalité avec des tubes du top 50. Le 12 juillet à 12h40 au Théâtre de l'Observance. Mensonges, sexe et jeux pervers pour Fin de service, la nouvelle création de la compagnie Zaza & Co. Une maison isolée au bord de la mer. Un couple improbable joue un rituel bien rodé. Tempête, pluie, vent, une ambiance à la Stephen King, une touche d'humour noir. Un dénouement radical sont les éléments qui constituent cette pièce que l'auteur a nommée Tragicomédie. Dans une mise en scène de Brigitte Bell et interprétée par Elisa Perrou et Philippe Develay, Fin de service, c'est tous les jours du 29 juin au 21 juillet à la salle Bayaf à 18h35. Imaginez que vous buvez votre Ricard, que vous avalez de travers, tout à coup, comme ça. Vous toussez, et vous mourrez. Vous n'aurez pas eu la chance de les voir? Les 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir, produit par une compagnie du Québec. C'est tous les jours au Théâtre du Balcon à 13h30 dès le 29 juin, et ce pour toute la durée du festival. Des personnages attachants et pleins de vie. Un incontournable selon les critiques québécoises. Venez les voir avant qu'il ne soit trop tard. Relâche les jeudis à partir de 7 ans. Un pour tous, une comédie dans le style du prénom ou d'un épisode de Friends. Une bande de potes qui se voit tous les ans, depuis 10 ans, mais cette année, tout part en vrille. Quand nos amis d'enfance évoluent, changent, est-ce qu'on peut rester amis? Venez découvrir cette pièce récompensée du Cyrano de la meilleure comédie en 2022 et succès du Festival d'Avignon en 2022 et 2023. Un pour tous, au Théâtre de l'Archipel, à Avignon, à 15h25. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Mamas Trio. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Nadir Amaoui. Et nous sommes de retour, toujours en direct sur Speed Radio, toujours avec Pierre Emono et Régis Vlachos pour nous parler de Face au peuple et de Jacques Chirac. J'avais une petite question pour toi, Régis. Depuis le début des représentations, là, on sent que c'est le matin, des représentations de Jacques Chirac, est-ce que tu as vu justement des politiciens, des hommes politiques qui sont venus voir le spectacle et qui t'ont fait des retours sur ce qu'ils ont vu? Non, personne n'est venu. La Contrescar qu'on a joué à Paris, 140 dates, et je sais que Jacques Toubon avait réservé une fois, il n'est pas venu. Voilà, on se l'attendait. Et sinon, non, il n'y a pas eu de politique. Il n'y a eu que Marlène Schiappa qui est venue, voilà, qui n'a pas applaudi, qui s'est comporté de manière assez dégueulasse, de ne pas applaudir à la fin. Voilà. Bon, bref, c'était pas très sympa, c'est pas très sympa. Non, il n'y a pas eu de politique qui sont venus. Ils sont très sollicités de toute façon dans des grands théâtres. Là, c'était un petit théâtre, la Contrescar, puis il y a 100 places. Bon, voilà quoi. Et puis. Non, mais des pièces sur Chirac, il n'y en a pas beaucoup quand même. Ça vaut le coup d'aller voir. Je sais, ça n'a pas. Ouais. Non, ça n'a pas attiré de politique. Je suis désolé de te décevoir là-dessus. Mais non, moi, je suis pas déçu. Cette anecdote avec Marlène Schiappa, on avait envie de la baffer. Vous êtes pas les premiers. Mais c'est quand même incroyable de ne pas applaudir un spectacle à la fin. Même, bon, surtout que c'est pas son camp. Oui, mais même si on n'a pas aimé, t'applaudis par respect pour le travail des comédiens. Bon, bref. Voilà, non, pas de politique qui sont venus. Non. Ici, au Théâtre de la Luna, comment est le retour du public? Donc, je pense qu'ils doivent beaucoup rire, mais il y en a beaucoup peut-être qui retrouvent des choses qu'ils ont peut-être connues dans le passé de la vie de Jacques Chirac. Quand tu sors un peu après le spectacle, est-ce que le public t'attend pour échanger un petit peu avec eux? À Paris, oui. À Avignon, il faut savoir, c'est que les gens plutôt vont enchaîner sur des spectacles, ils attendent pas trop. C'est un peu l'usine à Avignon, c'est-à-dire les gens sortent d'un spectacle, il y en a d'autres qui se préparent, on fait vite, voilà, c'est une organisation. Il y a un petit hall à la Luna. Les retours, oui, bien j'en ai surtout dans la rue, quand on traque, où les gens vous arrêtent pour nous dire qu'ils ont aimé le spectacle. On vend beaucoup de livres à la sortie. Il y a le texte du spectacle qui est vendu à la sortie.
À la fin de ce texte, j'ai écrit des annexes qui expliquent, qui viennent développer un peu la France-Afrique et tout ça. Donc il se vend très très bien le livre. Non, les retours sont bien, même surtout, mais les retours, j'en avais plus à Paris où les gens prenaient le temps d'attendre dans la rue, à la place de la Contrescarpe, à Avignon, les gens en cours. Oui, il y a beaucoup. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait pas mal de Chiraciens qui venaient, qui n'ont pas trop lu le pitch, qui se disent tiens, c'est un spectacle sur Chirac. En hommage à Chirac, tu lui rends hommage. Et qui le prennent pas mal, voilà, qui retrouvent leur Chirac sympa. Voilà, il n'y a aucune diffamation, tout est vrai. Voilà, donc ils se disent tiens, je savais pas. Ah bon, pourquoi pas. Et non, si, ça plaît beaucoup. Ce que j'essaye de faire, c'est des spectacles tout public. C'est d'écrire sur des sujets compliqués pour faire des spectacles à partir de 12 ans, que des gens puissent s'amuser, avec la mise en scène de Marc qui est festive, qui est lumineuse. Ah oui, les spectacles très énergique, je dois dire. C'est assez fou. C'est ça, voilà. Donc c'est de faire en sorte que pourquoi quand tu parles dans ton micro, ça résonne et moi, ça résonne pas? Ah, c'est une bonne question. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'accord. Hein? Ah bon, il faudrait que je fasse. Ah oui, d'accord, c'est que toi tu manges le micro. Oui. Il y a une fusion entre Pierre et le micro. Technique de rocker. Et donc, je vais faire pareil, mais du coup, il faut que tu baisses le son si je m'approche trop près du micro. Et non, les gens aiment beaucoup ce spectacle. Voilà, c'est un spectacle festif, populaire, pour tout le monde, quoi. Voilà. Pierre, tu l'avais vu, toi, le spectacle? Je l'ai vu à la Contrescarpe. Oui, j'ai adoré. Pensé, justement mais j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça malin, j'ai trouvé ça extrêmement efficace. Et puis j'ai trouvé que ça avait ce truc très malin de choper l'image qu'on a tous de Chirac, assez sympa, débonnaire, l'image un peu guignole, oui, un peu menteur, mais qui reste sympathique, tout en l'amenant vers quelque chose de beaucoup plus incisif, cruel. Et plus le spectacle avance, plus on se dit quand même, c'était un peu un salopard, ce type, par plein d'aspects. Et j'ai trouvé ça très très malin. Il y a des choses très très surprenantes dans la mise en scène qui, en plus, la Contrescarpe, qui n'est pas le plus grand théâtre du monde, c'est fou. L'espace que vous arrivez à prendre sur cette petite scène est absolument fou. Et au Théâtre de la Luna, vous êtes dans quelle salle? Parce que la grande salle, on a beaucoup de place, on a doublé notre espace, notamment derrière on a un système d'écran en fond de scène, et à la Luna, derrière, on avait un couloir de 70 cm pour se changer, pour faire des passages. Et là, on s'est mis un couloir de 1,20 m de large. C'est le luxe, oh là là, ça nous change plein de choses. Mais après, il a fallu s'adapter aussi, parce que du coup, en cours, il y a les scènes, il faut les garder dans leur temporalité. Les changements, il y a énormément de changements rapides, donc c'est bien, mais si tu as trop de circulation, donc ça a été aussi difficile de s'adapter. Mais voilà, on a de la place et c'est formidable. La scène est très grande. À la Luna, je crois que la scène faisait 5 mètres d'ouverture, le plateau, et là on a presque 9 mètres. Enfin, voilà. Ah oui, donc vous êtes un peu plus à l'aise. Ouais. Justement, Pierre, puisque là on parlait de Jacques Chirac avec Régis, toi tu te retrouves un peu comme Chirac l'a été souvent face au peuple. Oui, j'ai choisi un titre modeste. Oui, voilà. Je me trouvais que c'était sympa de vraiment viser la modestie, tu vois, que le public comprenne bien. Mais les gens aiment bien qu'on se moque un peu d'eux. Les gens aiment bien les gens méprisants finalement. Oui, t'aurais appelé ton spectacle Face au prolo. Oui, face à la plèbe, j'hésitais aussi. Face aux gens, à la Mélenchon. Oui, les gens. Face au oui. Justement, alors explique-nous un peu pourquoi face au peuple et de quoi tu parles face à ce peuple, justement, qui vient te voir à la tâche d'encre. Ce titre vient de deux choses. D'abord, j'ai toujours eu une certaine fascination pour les gens qui font vous savez, dans le one-man show, le stand-up, se lancer, on l'appelle comme on veut, il y a toujours un peu, je trouve, une forme de mégalomanie. À quel moment les gens sont censés s'intéresser à notre petite vie dont personne n'a rien à faire, finalement. Donc je trouvais que c'était important de se moquer un peu de ça et d'aller sur un titre un peu assumer cette espèce d'immodestie qu'on a, d'aller seul sur scène, raconter sa vie et en même temps le parodier surtout. Et puis parce que j'ai quand même un humour assez politique, où j'aime bien parler un peu de la société, donc j'aime bien cette idée d'être face à cette société, à ce qu'il y a en face, la regarder d'un angle un peu de haut et surtout un peu méprisant, parce que je crois que les gens aiment bien les gens méprisants de droite, alors je me suis dit autant y aller jusqu'au bout finalement. Donc tu es un peu méprisant face à ce public, face à ce peuple. Ah mais évidemment, mais les gens adorent ça. Les gens aiment bien qu'on se moque un peu. Ils sont maso. Les gens aiment bien qu'on soit pas trop sympa. C'est important. Non, il faut être toujours. C'est tout l'enjeu des figures humoristiques un peu à la De Funès, ce genre de figures désagréables. C'est qu'il faut être suffisamment sympathique. C'est un peu le même problème que Jacques et Chirac d'ailleurs. Suffisamment sympathique tout en étant un tout petit peu odieux pour avoir l'aspérité nécessaire pour nous rendre amusants. C'est une formule de l'évêque d'ailleurs. Je vous prends pour des cons, alors soyez à la hauteur. Elle est pas mal. À l'évêque, j'adore. Oui. Mais c'est un modèle. On en parlait tout à l'heure, mais c'est revues de presse. Moi, je les vois chaque année. Je me dis,
putain, quelle imagination. En fait, c'est même pas de l'imagination. Il regarde l'actualité, il lit l'actualité, c'est génial. On l'embrasse d'ailleurs, parce que c'est. Allez le voir aussi, puisqu'il est C'est le plus fort sur l'exercice. Il peut faire une revue de presse en plein Avignon avec une dissolution et 2 élections. c'est quand même moi-même qui ai 2-3 blagues d'actu, c'est pas le plus marrant. On est là, on va passer toutes les nuits, des dimanches, à tout réécrire en disant merde, ça marche plus, merde, ça va plus, qu'est-ce que je vais faire de ça? Ah non, c'est compliqué. Hein. Et c'était pas, je crois que c'était au premier ou deuxième tour des présidentielles. Il jouait et il transmettait en direct les résultats des présidentielles en même temps qu'il jouait. Ça, et il intervenait, il faisait son spectacle par rapport à ça. Ça, là-dessus, c'est un modèle. C'est vraiment, on aurait même pu l'inviter ce matin parce qu'il aurait été vraiment. Ouais, mais bon, moi, c'est pas mal non plus. Hein, n'hésitez pas à venir quand même. Et donc, justement, tu disais que tu parlais un peu de l'actualité. Tu tapes un petit peu sur tout. Pas que sur. On doit toujours un peu taper sur tout. Après, je trouve que c'est toujours un peu malhonnête de dire ça parce qu'on a tous aussi un point de vue. Ceux qui disent je tape sur tout, généralement, ils tapent juste sur la gauche. Je trouve que souvent, c'est quand même une règle de base. Mais non, évidemment, c'est important de se moquer un peu de tout le monde. C'est important de se moquer de soi-même, d'en prendre un peu plein la gueule. Et voilà, de trouver un point de vue assez juste. Pour te dire, j'ai terminé d'écrire un peu avant les législatives. Je m'étais dit, bon ben Pierre, allez, tu vois un peu où va la société, tu vois un peu les législatives, c'est plié, fais un spectacle de droite. Bon, raté. Donc, je me suis adapté et dans une semaine, revenez, ça sera un spectacle communiste. Voilà. Et un spectacle populaire, non, ça marcherait pas, ça. Mais c'est toujours populaire, finalement. C'est le off, c'est forcément populaire, enfin, je veux dire. Oui, dans le in, t'aurais peut-être pas été... Ah, dans le in, non, ça, j'avoue que non, je ne danse pas encore nu sur scène, donc... T'aurais dû tenir 2h30 comme ça... Ouais, 3 heures sans micro dans le Palais des Papes, faut s'accrocher, hein. Oh, bah, Isabelle Huppert l'a bien fait, ça. Elle l'a fait, point. Oui. Oui, c'est pas faux pour ceux qui ont vu le spectacle, c'est pas faux. Et donc, c'est la combienième année que tu viens à Avignon? C'est ma deuxième année à Avignon, je suis déjà venu l'an dernier. Il y a eu évidemment plein de changements, si vous êtes déjà venu, revenez, parce qu'on essaie quand même de coller un peu à l'actualité. Il n'y a rien de plus difficile en humour que d'être décalé face au monde qui nous entoure. Et voilà, c'est ma deuxième année, la première s'était bien passée, alors comme je suis un peu masochiste, je me suis dit je reviens, et je reviens tous les jours à la Tâche d'encre, parce que c'est quand même un lieu accueillant. Oui, il est très bien ce lieu, la Tâche d'encre. C'est un lieu où on découvre beaucoup de nouveaux talents. Je trouve, parce que moi j'y ai vu depuis quelques années maintenant que je fais Avignon, j'ai vu de beaux spectacles. Il y en avait un qui m'a marqué, deux qui m'ont marqué, pardon. Il y en avait un, c'était sur Gustave Eiffel. Ah oui, Enfer et contre tous. Voilà, qui est toujours d'ailleurs, je crois, à la Tâche d'encre. Qui est au Roseau Teinturier. Ah non, il est au Roseau depuis 20 ans maintenant. Il était à la Tâche d'encre l'an dernier, il a été au Roseau, il bouge un peu. Je le connais bien, c'est mon metteur en scène, Alexandre. T'es sûr qu'il a bougé ou pas? Là, il est au Roseau. Je le sais, je vais essayer de voler son public tous les jours. Ouais. Et ça marche? Ça va, j'en chope 2-3. Ils pensaient qu'ils allaient se cultiver, ils viennent à mon spectacle, ça leur fait bizarre, mais ils sont contents. Oui, ça leur fait un petit électro. À la fin, ils sont contents. C'est pas mal, ça, oui. Et l'autre, c'était un spectacle qui parlait de toutes les générations. Je sais pas si vous l'aviez vu, une jeune fille qui s'appelle Marion Pouvreau, qui s'appelait Mais t'as quel âge? Ah oui. Où ça passait de la génération des boomers, donc de 1945-1950 jusqu'aux années 2000. Deux spectacles qui ont démarré à la Tâche d'encre et qui maintenant explosent comme c'est pas prévu. Mais bon, revenons à ton Face au peuple. Donc, avant de revenir à Avignon, tu as fait un petit peu de tournée, tu avais fait quelques dates à Paris. J'ai fait, bien sûr, j'ai joué à Paris, j'ai joué dans un petit théâtre qui s'appelle le théâtre Le Bout, qui fait aussi partie de ces théâtres qui lance pas mal de jeunes humoristes. J'ai joué au Marais, aussi au théâtre du Marais, très beau théâtre, un peu en mai. Il y aura sans doute des dates à la rentrée, on est en pleine discussion, il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Ça dépendra de ce que tu diras dans ton spectacle. Voilà, absolument. Et du gouvernement. Absolument, et beaucoup de dates en tournée surtout. J'en ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup de festivals d'humour. Vous savez, pour les jeunes humoristes qui ont un spectacle, qui ont 1 an, 2 ans, qui ne sont pas encore connus, il y a des festivals d'humour, donc il y a des gens qui viennent faire des auditions et qui vous sélectionnent pour ces festivals sur lesquels il y a toujours des remises de prix, un vote, etc. C'est toujours un peu stressant, mais là, ça fait partie des endroits où on peut trouver un public, on peut trouver des producteurs, on peut trouver des gens avec qui travailler, et ça aide énormément. Et tu as combien d'années de carrière maintenant? Je trouve qu'en humour, ça veut toujours un peu rien dire, parce qu'en humour, on en fait toujours un peu depuis longtemps. J'ai des sketchs qui ont plus de 5 ans, le spectacle en lui-même a 2 ans, et sinon, j'ai des choses écrites depuis très longtemps, un peu dans tous les sens. Mais là, le premier vrai moment où j'ai quand même joué un sketch en entier, ça devait être il y a 5 ans, je pense, à peu près. Donc, mais j'avais quand même fait du théâtre, évidemment, derrière. Je ne viens pas de complètement nulle part. Derrière, le premier sketch joué devant un public que je ne connaissais pas, ça devait faire 4 ans, ouais, c'est ça. C'était un peu avant le Covid, belle époque, souvenons-nous. Fut un temps, oui. Souvenons-nous.
que les moins de 5 ans peuvent pas connaître. Et en 5 ans, est-ce que tu as vu justement une évolution positive ou négative dans le milieu de l'humour ? Il y a toujours eu des évolutions. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression qu'on vit une époque où l'humour, c'est très rigolo. Il y a plein d'idées reçues comme ça qui circulent. Vous savez, c'est on peut plus rien dire, c'était mieux avant. Enfin, ce genre de choses qu'on dit tout le temps et que j'ai l'impression qu'on disait à toute époque, finalement. Mais le fait est que il y a une certaine pression aujourd'hui sur les humoristes. On l'a vu sur ce qui s'est passé avec France Inter, on l'a vu sur d'autres chaînes type Bolloré, où d'un coup on a dit au revoir à tous les satiristes. Le fait est que moi, ce qui m'amuse dans le monde de l'humour, c'est que finalement tous ceux qui sont les plus partisans de ces discours sur on peut plus rien dire, la liberté on l'a perdu, ces discours un peu réactionnaires, en réalité sont souvent les premiers à sanctionner et censurer des humoristes. C'est peut-être la chose qui me frappe le plus. Moment politique, je vous en prie. Revenez, venez à mon spectacle, on rigole quand même. Hein. Mais c'est un paradoxe ce que tu dis, c'est-à-dire que oui. Ceux qui disent on peut plus rien dire, c'est ceux qui sanctionnent alors. Ben oui, regardez des émissions type Hanouna sur C8, c'est assez fou. Mais Hanouna, il a oui, parce qu'ils ont viré des humoristes, oui. Il y a un discours de liberté en même temps, oui. Sur Canal, les Guignols ont disparu, etc. On va revenir sur ça dans quelques instants parce que c'est très intéressant justement, on va peut-être même terminer l'émission là-dessus. On marque une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Et ce sont les dernières minutes de la première heure sur Speed Radio. Nous vous rappelons qu'il y a toujours un iPhone 15 à gagner en répondant à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15 et n'oubliez pas, le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Nous sommes toujours avec Pierre Emono et Régis Vlachos. Alors, juste avant la coupure musicale, on disait que quelles que soient les époques, au niveau de l'humour, on a entendu des fois à plusieurs reprises, on ne peut plus rien dire, il y a des choses qu'on ne peut plus dire ou faire en humour, que ce soit sur scène comme à la télévision. C'est vraiment ton ressenti, c'est un ressenti qu'il y a depuis plusieurs années à la radio, à la télévision. Personnellement, je ressens que de toute façon, l'être humain est par essence profondément nostalgique. Surtout à notre époque, il n'y a pas plus contemporain que regretter les temps d'avant. C'est une espèce comme ça de mode qui est permanente, où il est tout à fait à la mode de dire ah là là, avant, mon Dieu, et de se référer à un avant souvent fantasmé, sur à peu près tous les sujets d'ailleurs. Et est-ce que, parce que voilà, c'est vrai qu'à une certaine époque, là, moi les premiers humoristes que j'ai en tête, qui sont un peu des modèles, c'est les Coluche, les Desproges, déjà eux-mêmes, ils disaient à leur époque qu'ils pouvaient pas... Je pense qu'on l'entendait. Voilà. C'est le sujet d'ailleurs du film Minuit à Paris de Woody Allen, où, Woody Allen, je sais pas si c'est la personne qu'il faut citer ces dernières années, mais les personnages voyagent dans les temps précédents et se rendent compte que, parce qu'ils regrettent le temps d'avant, puis ils se rendent compte que déjà avant, les artistes disaient c'était mieux avant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il n'y avait pas grand-chose qui... En fait, d'une manière ou d'une autre, on ne peut toujours pas dire ce qu'on a envie de dire sur scène. Mais ça, par contre, il y a un truc qui a vraiment changé, et c'est tant mieux, oui, les blagues racistes, sexistes, voilà. Oui, souvent le c'était mieux avant pour justifier parfois des choses un peu limites. C'est ce que tu disais, ce que Pierre disait tout à l'heure, c'est que ceux qui disent ça sont les réactionnaires, quoi, qui déjà ont supprimé l'humour. Soyons honnêtes, avant, effectivement, on était très libre de tout dire, tout, à condition qu'on soit un homme blanc d'une 50aine d'années, assez bourgeois. C'est vrai que maintenant, quand on regarde un petit peu, et ça c'est regrettable, c'est que si maintenant un homme va parler de telle ou telle manière, de tel ou tel sujet, d'une manière assez virulente, il va un peu s'en prendre plein la gueule, hein, malheureusement, on voit ça ces derniers temps. Mais si c'est une femme, on va dire, mais non, c'est pas normal qu'une femme dise ça. Mais pourquoi ? Une femme aurait autant le droit de dire des choses trash et acides qu'un homme. Il y a toujours un peu plus de pression sur les femmes, hein, évidemment. Ça. Mais bon, on va pas se plaindre, on est très avantagés autour de la table finalement. Hein, après tout. Non, parce que dans le spectacle de Régis Zakier-Charic, il y a énormément de femmes, notamment Bernadette, il y a Claude. C'était difficile parce qu'en même temps, on était dans une époque, c'était priorité aux hommes. Donc les femmes, c'est sûr qu'il a fallu un peu. Retravailler ça, quoi. Dans ton spectacle, justement, il y a un jeu qui se crée, qui apparaît à 3 reprises, je crois, dans ton spectacle. Un jeu dont Jacques Chirac est
Et le seul CUNEP, unique- j'avais imaginé ça, le CUNEP. L'émission qui n'existe pas. Voilà, oui. Et comment ça t'est venu cette idée du CUNEP justement Comme ça, un soir j'étais Il fallait qu'il y ait une émission qui soit complètement décalée avec le reste. Chirac qui balance toute la réalité de la France, toute la Sans réalité de la filtre. France-Afrique, sans filtre. Et ça peut pas se faire dans une interview normale. Ça ne va pas se faire dans la réalité. Donc Oui, t'aurais pas les pu. dossiers noirs de la République, c'était bien que ça vienne justement dans un moment de décalage théâtral, qu'on ne soit pas dans du réalisme. Donc du coup, le fond n'est pas réaliste. Un président de la République qui balance tout sur la France-Afrique, c'est pas réaliste. Donc théâtralement, on le met dans une émission complètement barrée. Voilà, c'est ça qui vient renforcer ce qu'on disait tout à l'heure sur le décalage théâtral. Oui, tu n'aurais pas pu faire apparaître l'animateur de droit de réponse ou le radioscopie de Jacques Chancel pour balancer tout ça, c'est pas possible. Autant faire un truc qui vient de l'espace, quoi. Oui, mais c'est ça en fait. Quand on voit d'ailleurs la tête des animateurs de cette émission, on a l'impression qu'ils viennent, qu'ils viennent d'un autre monde. C'est des extraterrestres. Oui, mais c'est des moments très drôles, ça, je trouve, dans le spectacle. Ouais, mais c'est ça, des c'est le espèces de côté- respiration c'est le côté- qu'on attend un peu tout le long. C'est un côté décalé qui est. Oui, qui moi m'arrange dans l'écriture parce qu'il fallait que je case ces informations sur la France-Afrique quelque part. Et on peut pas les caser n'importe où. Donc il Mine de fallait rien, absolument c'était ces ça le émissions. spectacle à la base. Oui, voilà, c'était ça, c'était Exactement, pour dénoncer, bah oui. Ouais. Alors, est-ce que dans ton spectacle, justement, Pierre, il y a des phrases que tu dis ou des vannes où on est venu te dire après le spectacle, non, celle-là vaut peut-être mieux éviter. Eh non, ben, c'est pas le alors, moment. moi, je fais le maximum. Je trouve que souvent en humour, on a tendance à se plaindre qu'on nous critique, mais parce que parfois l'angle est pas bon ou la vision est pas bonne. Moi, je fais le maximum pour que l'angle soit toujours bon. En vrai, à la fin, la seule question, c'est est-ce que le public rit, est-ce que ça l'amuse, est-ce que ça les choque ou pas. Si ça choque à un moment donné, c'est que ça pose un peu un problème. Je pense qu'il faut amener les choses correctement. Moi, j'aime bien dire que mon spectacle, j'essaie de dire les pires horreurs tout en restant élégant. J'essaie de toujours trouver l'angle pour le dire. On me l'a fait une fois. Et vous savez, comme souvent, c'est pas le public, c'était un programmateur dans un festival. Comme toujours, c'est ces gens qui vous disent ah, mais moi, je suis pour la totale liberté, vraiment. Nous faites comme vous voulez, nous, on veut pas savoir. Et c'est le seul qui m'a dit oh, cette blague-là, peut-être, t'aurais pas dû, etc. Ce que je regrette parce que je trouve personnellement que c'était la meilleure de mon spectacle. C'est-à-dire par celle-là que je termine. Vraiment, venez. Moi, j'avais une lecture, on m'avait dit dans mon texte qu'il y avait un truc que j'ai enlevé. J'ai reconnu que c'était bien. C'est qu'il y avait une militante RPR qui parcourait un peu le spectacle. Voilà, la militante RPR complètement dévergondée, nunuche, tellement de gens ai rencontré d'ailleurs. Bon, on m'a dit que c'était un peu sexiste. Voilà, j'ai dit ok, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de me forcer à faire un humour, anti-mec, parce que souvent nous viennent les blagues, la meuf, etc. Et de me dire, c'est vrai que les blagues, elles sont souvent anti-meuf. On n'a pas de blagues anti-mec. La meuf, la blonde, on en a plein. Et je me suis dit, ce serait intéressant. Le blond et cervelé, on l'a pas souvent. Mais c'est vrai que souvent, je trouve que beaucoup de gens, quand quelqu'un vous fait un retour un peu négatif, c'est parfois que les gens ont raison. Parfois, il faut aussi être à l'écoute et se dire, bon, peut-être que là, j'ai déconné. Ça arrive, hein. On verra ça à l'avenir quand tu vas encore faire évoluer ton spectacle. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Régis. Donc je rappelle, Jacques et Chirac au Théâtre de la Luna à 13h05. Seule relâche restante le 15 juillet. Pierre et Mono face au peuple à la tâche d'encre à 14h tous les jours. Toi t'as pas de relâche. J'adore l'argent, c'est ma passion. Monsieur est un malade mental. On marque une courte pause musicale, on se retrouve avec de nouveaux invités. Et je rappelle le jeu concours Speed Radio, un iPhone 15 à gagner. Et il faut répondre à cette question après les 9 ou 12 coups du brigadier. Combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Dans quelques minutes avec de nouveaux invités. Merci.